Lui, c'est l'homme qui a codé par accident l'instrument le plus puissant de la musique moderne. À son époque, pour faire du son, fallait littéralement couper des bandes magnétiques avec des ciseaux. Il a créé un vortex, un instrument infini, où le seul risque, c'est de se perdre. Selon vous, qu'est-ce qui relie la chute du mur de Berlin, la zone interdite, à la pyramide des Daft Punk, en passant par les voies robotiques de Skrillex et cette liste interminable de stars? La réponse, c'est pas un mouvement politique. C'est quelques lignes de code imaginées par deux étudiants qui à la base se détestaient. Gérard Bells et Robert Henke n'avaient rien à faire ensemble. Quand un punk gothique rencontre l'étudiant parfait avec sa petite écharpe blanche, ça crée une explosion. Ils étaient tous les deux frustrés que les logiciels de l'époque imitent bêtement les studios d'enregistrement et leurs magnétophones à bande. Eux voulaient arrêter d'utiliser l'ordi comme un simple enregistreur et commencer à l'utiliser comme un véritable instrument de scène. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais à l'époque, ça l'était pas du tout. L'industrie entière tournait sur la bande magnétique et les ordis, c'était loin d'être fiable. Alors j'ai enquêté sur leur histoire, leur vision et comment elle s'est matérialisée dans cette industrie. Pour tout comprendre, il faut rembobiner dans la grisaille et la poussière d'une ville qui venait à peine d'être réunifiée. Berlin, 1990. Le mur vient tout juste de s'effondrer. Les familles se retrouvent en larmes après des décennies de séparation. L'euphorie passée, la réalité frappe. À l'est, l'autorité a disparu. La ville, c'est qu'un immense terrain vague de 900 km². Et la jeunesse est face à elle-même avec ce poids sur les épaules. Devoir reconstruire une culture au milieu des débris. Mais ces débris vont se transformer en opportunités. Des usines désaffectées, des bunkers de la Seconde Guerre mondiale, des centrales électriques, tout est ouvert et abandonné. C'est ce qu'on appelle une zone autonome temporaire. Des espaces immenses et vides où on peut faire de la musique jour et nuit sans déranger personne. Sauf que pour faire cette musique, il manque la technologie. Le numérique pointe à peine le bout de son nez et c'est instable, surtout en direct. À l'époque, faire de la musique sur un ordi, c'était passer pour un savant fou ou pire, un bon à rien. C'est dans ce contexte que Robert Henke et Gérard Bells vont se rencontrer pour la première fois dans ce magasin de synthé, tenu par un de leurs amis en commun. Ce magasin, à l'époque, c'était devenu le QG de la musique électronique. C'était un des rares lieux à s'être spécialisé dans les synthés. Là-bas, on pouvait échanger des informations entre passionnés avant qu'elles soient écrites dans les livres ou même bien plus tard partagées sur internet. Là-bas, ils s'embrouillaient assez souvent parce que chacun était persuadé d'être le meilleur expert en synthé. Robert se décrit comme un punk gothique totalement paumé et pour lui, Gérard, c'était son plus grand ennemi social. Une belle écharpe blanche, une tenue soignée, le genre de personne qu'il détestait à l'école. Gérard aussi était repoussé par Robert. Ils venaient de mondes tellement différents que tout ce qu'ils voyaient, c'était ce qui les séparait. Après, ils se sont perdus de vue. Gérard est parti en Hollande et Robert à Berlin. Puis un jour, ils se sont retrouvés par pur hasard dans le même amphithéâtre, à l'université technique de Berlin pour faire des études d'informatique. Gérard entend une voix qu'il connaît derrière lui, il se retourne et crie « Oh non, c'est Robert, il est là !» Les deux réalisent qu'ils sont tombés dans la même classe et qu'ils allaient devoir se supporter toute l'année. Ils courent vers la sortie en même temps et les premiers mots qu'ils vont se dire, ça va être « Putain, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Alors ils décident d'aller boire un café parce qu'ils savent que s'ils se détestent, l'année va être très longue. Et Gérard décrit ce moment comme le début d'une merveilleuse amitié. Musicalement, ça passe super bien, au point où en 1995, ils fondent leur duo Monolake. Ils sont au cœur de la scène techno berlinoise, traînent au magasin de disques Hardwax et signent sur le label culte Chain Reaction. Ils ont une grande frustration, ils refusent de jouer sur scène avec des bandes magnétiques ou des dates comme tout le monde, parce que c'est impossible d'improviser, faut tout programmer à l'avance. Eux veulent que le studio devienne un instrument à part entière et que chaque concert soit unique. Vu qu'ils sont des brouillards, ils fabriquent leur propre solution. Ils ouvrent un environnement de programmation appelé Max et codent le PX18 qui va jouer un rôle majeur pour la suite. C'est l'ancêtre d'Ableton, un séquenceur fait maison qui gère 15 pistes et qui permet une chose révolutionnaire, changer de motif rythmique à la volée sans jamais que la musique s'arrête. Pendant des années, à chaque concert de Monolake, ils montent sur scène avec ce prototype, instable, risqué, mais ça marche. Et ils vont appliquer une méthode tout sauf conventionnelle, le dogfooding. Dès qu'ils ont une idée, ils vont eux-mêmes la tester en direct, sur scène, pendant les concerts de Monolake. Si ça plante, c'est la honte. Si ça marche, on garde. À côté, pour payer ses factures, Gérard décroche un job chez Native Instruments, où il travaille sur un des synthés les plus connus, Reaktor. Et honnêtement, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Leur groupe Monolake marchait bien, avec leur séquenceur bricolé, qui tournait sur quelques machines. Ils avaient aucune intention de vendre ce truc. Pour eux, c'était leur outil secret. Et pour transformer leurs idées un peu brouillons en un logiciel capable de conquérir le monde, il leur manquait un troisième cerveau. Quelqu'un capable de voir au-delà de la musique. C'est dans les bureaux de Native Instruments, à la machine à café, que Gérard va faire la rencontre décisive. Bernd Roggendorf.
C'est un passionné de musique, mais pas vraiment un musicien. C'est plus un ingénieur qui a déjà 10 ans d'expérience dans le développement de logiciels pro. Là où Robert et Gérard voient que des problèmes et des bugs, Bernd voit des solutions. Ils l'ont surnommé l'architecte, la tête froide, l'optimiste qui manquait au duo d'artistes pour oser se lancer. Il montre à Bernd le prototype et il est suremballé. Il voit déjà le potentiel de se hisser parmi les plus grands de cette industrie. Mais il voit que Gérard et Robert sont absolument pas confiants pour se lancer là-dedans. Ils ont hésité longtemps, très longtemps à franchir le pas. Mais Bernd va prononcer une phrase qui va les secouer à tout jamais. Des gens bien plus stupides que nous dirigent des entreprises. Alors on peut le faire. Ils acceptent, se lancent à fond, puis finissent par créer leur boîte en 1999. Et le timing était juste parfait parce que c'est cette année que Apple sort sa cuvette de toilette, le iBook G3, un ordinateur tout juste assez puissant pour supporter de l'audio en direct. Pour eux, c'était devenu une évidence. Le concert allait changer pour toujours. On se contentera plus jamais d'appuyer sur play et d'attendre la fin. 2 ans plus tard, en 2001, Robert, Gérard et Bernd prennent l'avion pour la Californie. Ils participent au plus grand salon de musique au monde, le NAMM. Sauf que le logiciel n'était pas du tout fini, donc ils ont littéralement continué à coder des bouts de logiciel dans l'avion entre l'Europe et les États-Unis. Comme il y avait plein de fonctions qui marchaient pas, ils ont créé des fausses images du logiciel sur Photoshop. Ils arrivent à l'arrache, stressés, leur stand est minuscule, caché loin des grandes marques comme Sony, Roland ou Yamaha. Pendant leur démo, ils montrent un mélange de logiciels instables et d'images fixes pour faire croire que tout fonctionne. Pour vous dire, ils avaient même pas fait d'études de marché. Ils savaient pas si leur logiciel avait le mérite d'exister. Mais quand des journalistes s'arrêtent sur leur stand et leur disent qu'ils adorent l'idée, ils réalisent qu'ils tiennent peut-être quelque chose. C'est là qu'un type s'arrête. Il a une dégaine sombre, un accent allemand et surtout, il est suivi par une dizaine de personnes qui notent chacun de ses mots. Robert, épuisé, ne le reconnaît pas. Il lance son speech habituel, mais l'inconnu le stoppe avec une question technique ultra précise. Est-ce que je peux changer le tempo d'une boucle de 110 à 140 BPM en temps réel sans que la tonalité ne change? À l'époque, c'était techniquement impossible. Mais Robert lui fait la démo et au lieu de passer de 110 à 140, il passe de 30 à 999 BPM. Et tout fonctionne. Il leur demande si le logiciel est compatible avec Pro Tools et eux ont été très malins en intégrant Rewire à Ableton. Ça permettait de communiquer directement avec Pro Tools. Le type est bluffé, il demande une carte de visite et s'en va. C'est seulement à ce moment-là que Robert baisse les yeux sur son badge de visiteur et il voit écrit Hans Zimmer. Le patron de la musique de film à Hollywood venait de valider leur bricolage. Puis de plus en plus de monde commence à venir les voir sur leur stand pour leur demander une démo. En fait, Hans était tellement bluffé par leur invention qu'il commençait à en parler à tous les gens autour de lui dans le salon. Il a tellement eu la vision qu'il les a invités le soir même dans son studio privé. Pour eux, c'était la preuve ultime. Oui, il y a quelques journalistes qui ont validé, mais là, ils venaient de séduire l'élite d'Hollywood. Ils rentrent à Berlin, l'euphorie de la Californie retombe assez vite, et pendant 1 an, leur vie se résume à une existence monotone. Se lever, coder jusqu'à l'épuisement, dormir et recommencer. Le 30 octobre 2001, ils voient enfin le bout du tunnel et sortent leur première version commerciale, Ableton Live 1.0, son prix $300. Et franchement, ça n'a pas été un grand succès. C'était pas comme si soudainement il y avait une vague énorme de ventes. Le produit visait une niche et surtout à l'époque, personne faisait confiance aux ordis pour le live. Mettre $300 là-dedans pour risquer un plantage devant 500 personnes, tout le monde les a pris pour des fous. Mais Robert et Gérard étaient sur le terrain. Ils ont senti ce besoin énorme. Le numérique, c'était pas un risque, mais l'avenir. Et ils ont eu raison. Grâce à leur intégration à Rewire, les studios commençaient à adopter Ableton avant même que les clubs s'y mettent. Au lieu de dire aux professionnels « jetez tout votre vieux matos », ils leur ont dit « gardez tout, notre logiciel s'ouvre dans votre Pro Tools ». Les plus visionnaires sentaient que quelque chose était en train de se passer. Et quand on regarde l'interface de cette version 1.0, on comprend tout de suite pourquoi. C'est hallucinant. On est en 2001, mais ça ressemble trait pour trait à ce qu'on utilise aujourd'hui. Ils avaient déjà posé toutes les bases. Le navigateur à gauche, les effets en bas, les clips au centre. Puis, quand on regarde bien, aucune fenêtre flottante. C'est pas pour faire beau, mais pour répondre à un besoin, voire même une angoisse. Sur les autres logiciels, un clic au mauvais endroit et une fenêtre pop-up apparaît en plein milieu de votre écran pour cacher tout le reste. Quand on est stressé devant des milliers de personnes, on veut tout sauf ça. Ils ont créé cette contrainte qui va devenir plus tard une des grandes forces du logiciel. Tout est visible, à sa place, tout le temps, et rien ne doit jamais bouger ou se superposer. Mais la vraie révolution, c'est leur manière de manipuler le temps. Jusqu'ici, la bande magnétique imposait la lecture uniquement sur une ligne droite. On commence à la seconde 0 et on va jusqu'à la fin. C'est la vue, arrangement. C'est logique, mais c'est très contraignant. Robert raconte qu'à l'époque, ils improvisaient pendant des heures au studio. Et parfois, ils touchaient au blue moment. 30 secondes de magie pure. Sauf que si le Charleston était mal réglé à ce moment-là, c'était fini. Impossible de corriger l'enregistrement. Il était perdu, à tout jamais. C'est pour sauver ces moments qu'ils ont inventé la vue session. C'est la première chose qu'on voit au démarrage et c'est pas du tout anodin.
C'est ici qu'on pose nos idées en vrac sans avoir la vision parfaite du morceau du début à la fin. Mais toute cette magie est rendue possible grâce à une technologie qu'on ne voit pas et qui brise toutes les lois de la physique. Dans la vraie vie, si on accélère une bande magnétique, le son devient aigu. Gérard a dû rendre le son élastique. En gros, l'ordinateur coupe le son en milliers de petits grains. Si vous ralentissez le tempo, il duplique des grains pour combler les trous. Si vous accélérez, il en supprime. C'est la naissance des algorithmes beats, tone et texture, indissociables d'Ableton. Sauf qu'au début, il y avait énormément de bugs qui rendaient le son robotique, froid et numérique. Mais au lieu de voir ça comme un défaut, les producteurs de l'époque, et Robert en premier, l'ont détourné pour en faire une signature sonore. Ce qui a rendu possible l'arrivée de nouveaux styles basés sur le glitch et la distorsion numérique assumée. C'est 10 ans plus tard que Skrillex s'est fait connaître et dans son workflow, il utilisait les algorithmes de warping au maximum de leur potentiel pour faire du sound design. Il se servait de la sonorité buggée, notamment de tones et textures, et c'était tellement distordu et nouveau que ça a contribué à son style et son esthétique reconnaissable, et plus largement à la dubstep des années 2010. Sauf que quand on cherche du réalisme, on n'a pas envie que ça sonne rempli de bugs et d'artefacts, donc ils ont fait un partenariat avec Zipline, l'entreprise de Tim Florer, un pote de Robert quand ils étaient ensemble à l'université. En fait, ils avaient déjà résolu tous ces problèmes de bugs audibles. C'est l'arrivée des algorithmes complexes et Complex Pro. Ça peut paraître ridicule, mais Ableton n'aurait jamais atteint son niveau de succès actuel sans ces deux algos. C'est ce mode complexe qui a permis l'explosion du mashup dans les années 2000. Maintenant, n'importe qui pouvait mélanger les cures avec de la house sans que ça sonne faux. Aujourd'hui, c'est une des fonctions les plus importantes du live. Pouvoir mixer n'importe quel morceau ensemble, et sans ça, le DJing tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existerait sûrement pas. Pendant que les studios et quelques clubs adoptent Ableton en silence, un nouveau public cherche désespérément des outils pour s'exprimer musicalement. La génération Internet commence à exploser et à s'emparer des nouvelles technologies, notamment Ableton. Mais à l'époque, payer $300 pour faire tourner un logiciel obscur de DJing, c'était pas possible pour la majorité des jeunes qui se lançaient. Alors fallait qu'ils trouvent une stratégie. L'équipe d'Ableton s'est mis à faire des partenariats avec des marques de hardware pour offrir la version light dès qu'une personne achète un synthé ou un clavier. C'est comme ça qu'ils ont planté la graine dans un public beaucoup plus large qui cherchait à faire de la musique sans payer des fortunes dans un studio, un ingé son et des machines hors de prix. Bon, ça c'est la version officielle, mais comme avec FL Studio, dans les années 2000 à 2010, le piratage c'était la solution que tout le monde utilisait pour se lancer. L'équipe d'Ableton faisait pas d'études de marché, donc le piratage s'en est chargé pour eux. Faut réaliser qu'à l'époque, mettre ces sommes-là pour afficher des pixels sur un écran, c'était abstrait pour une immense majorité. Et un des gros problèmes qui a freiné l'adoption d'Ableton, c'est que dans les versions 1, 2 et 3, on pouvait mettre que du son déjà tout fait. C'était impossible de composer en MIDI. C'est que en 2004, avec la version 4 d'Ableton, qu'ils vont ajouter le format MIDI, le piano roll et s'ouvrir au VST, ce qui permet à n'importe qui de programmer son propre plugin, le partager sur internet, et tant qu'il respecte la norme VST, il peut tourner sans aucune friction dans Ableton. C'est vraiment là qu'ils ont franchi un step, passant de machine à faire des remixes pour les DJ, à un DAW complet qui s'adresse à tout passionné de musique. C'est exactement ce genre d'outil que la génération internet cherchait de partout. Ils ont écouté leur public et bien compris le marché qu'ils étaient en train de créer. Avant, on allait au studio et fallait être efficace, avoir prévu tous les morceaux à l'avance, les avoir répétés parce que chaque seconde coûtait une certaine somme. Maintenant, on paye Ableton une seule fois $300 et derrière, on a toute notre vie pour expérimenter de nouvelles choses. La vue session, sur plein d'aspects, c'est le symbole de cette liberté. Le temps était plus limité, on pouvait faire tourner une boucle toute la nuit, il y avait plus ce sentiment d'urgence quand la session allait se terminer sans qu'on ait pu tout faire. Faut se rendre compte qu'au studio, pour pouvoir expérimenter, fallait avoir beaucoup d'argent. Donc juste l'idée de pouvoir prendre son temps, expérimenter pendant des heures, ça a créé de nouvelles textures et des styles beaucoup plus précis qui demandent des heures de recherche, d'affinage et de sculpture qui auraient été impossibles à financer en studio. Puis l'explorateur de fichiers, ça peut paraître bête, mais c'est un ajout tout aussi important que le piano roll et le MIDI. Parce que quand on est dans sa chambre, on n'a pas accès à des chanteurs, des batteries ou des guitaristes. Pouvoir télécharger tout ça sur internet et faire matcher les tempos avec le warping, ça a ouvert une boîte de Pandore, changé la trajectoire de toute la musique qu'on écoute aujourd'hui. Fallait plus être le meilleur chanteur, batteur, bassiste ou guitariste, fallait être capable d'avoir une vision de ce qui pouvait matcher pour créer une nouvelle esthétique, une vibe, une signature sonore qui touche un nouveau public. La vaporwave, la synthwave, le lo-fi, c'est des styles qui sonnent très internet et qui sont vraiment touchants. Parce qu'à force, on se reconnaît plus dans la musique qui passe à la radio, justement parce qu'elle cherche à plaire à tout le monde. Alors qu'avec internet, on peut tout trouver. Et quand on trouve le son qui tape pile sur la niche qu'on cherche, ça nous touche 1000 fois plus. Une quantité astronomique de bedroom producer est née de cette époque où la porte venait de s'ouvrir. Sauf qu'au début, bedroom producer, c'était une insulte. Une manière de dire que t'es pas musicien et que tu cliques sur des boutons. Mais deux robots allaient changer l'histoire. Ils ont commencé eux aussi comme des bedroom producers et vont créer un contraste total. Les gens se faisaient l'idée qu'être un bedroom producer, c'était de l'amateurisme et du manque de rigueur comparé aux grands studios. Ils vont prouver au monde entier que ce même ordinateur, celui qui servait à bricoler dans une chambre, avait sa place au sommet d'une pyramide devant 18 000 personnes. En 2007, les Daft Punk remplissent Bercy
et utilisent l'ordinateur comme le cerveau de leur concert, avec un petit logiciel venu de Berlin, Ableton Live. Des chefs d'orchestre qui manipulent le hardware, le software, l'image et le son en temps réel. Ableton envoie un timecode qui synchronise les projecteurs et les écrans géants à la milliseconde près. Et c'est là que le mot instrument prend tout son sens. L'ordinateur ne sert plus à appuyer sur play et attendre jusqu'à la fin. Il devient l'élément central du setup qui libère les Daft Punk de la technique pour se concentrer sur l'essentiel, la matière sonore. Maintenant, ils ne subissent plus le morceau. Ils peuvent filtrer, déformer, adapter en temps réel pour faire monter la pression. Le logiciel assure que le show visuel reste verrouillé, mais tout ce qui se passe au niveau du son est flexible et replace l'humain au-dessus de la machine. C'est ce qui a remis du crédit sur les ordinateurs. Ok, avant on avait les studios, le hardware et l'analogique, mais maintenant l'ordinateur peut orchestrer tout ça en direct avec la flexibilité du numérique. Ableton, c'est devenu un logiciel complet. On peut composer, enregistrer, remixer, piloter des lumières, des images à distance. Mais pour l'équipe, c'était toujours pas assez. Dans un logiciel classique, si vous voulez que votre synthé fasse le bruit que vous voulez et que le fabricant ne l'a pas prévu, vous êtes bloqué et c'est terminé. C'est là que la France entre en scène. Pour bien comprendre l'histoire d'Ableton, il faut faire un détour par Paris, dans les sous-sols du centre Pompidou, à l'IRCAM. Dans les années 80, c'était le bunker des avant-gardistes du monde entier. C'est là qu'un mathématicien américain nommé Miller Pouquet a inventé un langage révolutionnaire, Max. Le concept est incroyable. Au lieu d'écrire des lignes de code pour parler à l'ordi, on lui parle en connectant visuellement des nœuds. C'est du no-code avant l'heure. Vous prenez un oscillateur, vous tirez un câble virtuel vers un filtre, vous connectez le tout à la sortie audio. Et boum, vous venez de fabriquer votre propre synthétiseur sans écrire une seule ligne de C++. C'était comme les Lego, mais pour le son. Vous vous rappelez du PX18, leur prototype de la vue session qui permettait de changer de rythme sans que la musique s'arrête. Il a été construit entièrement dans Max. Ableton est donc né de ce logiciel à l'IRCAM, mais ils n'ont pas tout construit sur Max. Ils ont été obligés de se fermer pour devenir un produit commercial stable. Ils ont abandonné Max et tout recodé en C++ pour éviter que ce soit instable, qu'on puisse leur voler du code et pour gagner en performance sur les machines. Mais Robert gardait toujours Max en tête. Il voulait redonner la possibilité de le faire aux gens, parce que c'est en partie grâce à ça qu'il en est là aujourd'hui. Donc en 2009, ils se décident à sortir Max for Live. Et c'est fou parce qu'ils ont recréé Inception. Ils ont réussi à intégrer le logiciel qui a servi au prototype d'Ableton dans Ableton. Parce que oui, on peut créer des VST si on sait coder, mais ça laisse sur le côté beaucoup de gens qui ne connaissent pas le C++, mais qui ont de très bonnes idées. C'est là que Max entre en jeu. Vous prenez vos blocs, vous les connectez ensemble avec des câbles virtuels, mais jamais on vous demande d'avoir la compétence d'ouvrir le terminal et de parler à un ordinateur dans un autre langage. Vous pouvez faire comme Robert et Gérard quand ils étaient étudiants et qu'ils ont commencé à créer Ableton. Dans Ableton. Ableton a rendu à César ce qui appartenait à César et je trouve que c'est un bel hommage. Puis une décennie s'écoule, leur équipe grandit, ils se professionnalisent et sont utilisés et aimés par le monde entier. Mais à force, ils vont être confrontés à leur plus grand obstacle, celui qui cherche à fuir depuis le début. Ils ont voulu construire l'instrument de musique ultime, mais ils avaient complètement oublié une chose, qui fait que l'instrument restera l'instrument. En fait, ils réalisent que regarder un écran pendant des heures, cliquer sur des petites cases pour faire de la musique, à force, c'est chiant. On n'a plus aucune sensation tactile, comme quand on joue avec un piano ou une guitare. Quand on joue d'un instrument, on a un dialogue entre l'objet et l'humain. Là, on joue plus rien, on programme en fait. Et programmer, à force, on comprend qu'ils détestent ça. C'est la raison de pourquoi ils ont créé Ableton. Arrêtez de programmer chaque concert, qu'il soit unique, vivant, pas figé ou calculé à l'avance. Et cette frustration, Robert Henke la sentait venir depuis longtemps. Ça a toujours été un passionné de hardware, avec l'obsession de créer un instrument physique et limité qui contrôle un logiciel infini. Pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut remonter un peu dans le temps. En 2003, Robert avait déjà bricolé dans son coin un prototype qui a inspiré beaucoup de contrôleurs modernes, le Monodeck. Il s'en servait pour tous ses concerts de Monolake et d'un coup il a retrouvé cette liberté folle d'improviser, de sortir sa tête de l'écran. Bon, c'était du bricolage et après 3 ans de tournée, le Monodeck tombait littéralement en 1000 morceaux. Mais au lieu de se démotiver, il va redoubler d'efforts et commencer à designer le Monodeck 2 pendant l'été de 2005. Une machine plus solide, plus puissante qui commence sérieusement à ressembler à un produit commercial. Ça, c'était le proof of concept. Ableton sait que le monde entier est en train de passer au numérique et que ce besoin de toucher la musique, ça va redevenir vital. Mais avant de lancer leur propre usine, ils tâtent le terrain. Ils collaborent avec Akai sur l'APC40, puis avec Novation pour sortir ce launchpad de 64 boutons qui contrôle la vue session. C'est en 2011 que l'artiste français Madeon, qui n'avait que 17 ans à l'époque, va acheter ce contrôleur. Il le couple à un 0 SL Mark II pour gérer ses effets, et le jour même, il prend sa caméra. Il va pas le tester comme les autres puisqu'il va remixer 39 sons qu'il aime bien en 3 minutes.
Et franchement, c'est impressionnant, et surtout à l'époque. Mais le problème, c'est que ce Launchpad, il contrôle que la vue session avec beaucoup de limites. Il contrôle pas le logiciel en entier. On pouvait pas jouer de mélodie, enregistrer, il y avait pas d'écran, donc on regardait toujours l'ordi. Le but de se détacher de l'écran était donc pas du tout atteint. C'est en 2013 qu'Ableton passe à l'étape supérieure en nouant un partenariat avec Akai. Et boum, on a un synthé, un sampler, un studio d'enregistrement et un outil pour faire des performances en live et surtout un contrôleur complet d'Ableton. Le tout dans une seule machine physique. Il s'appelle le Push. C'est un contrôleur qui est infini parce qu'il contrôle le virtuel mais qui reste un objet physique avec des contraintes nécessaires pour créer. Ils ont sorti 3 modèles depuis tellement le succès a été immense. C'est devenu l'expérience tactile ultime. On peut préparer un concert en entier sur son ordi mais garder la flexibilité de le jouer en direct, de tout changer et de s'adapter à l'énergie du public. C'est clairement l'aboutissement de leur vision d'étudiants. Ils se sont affranchis de la bande magnétique pour créer un logiciel puissant et cet outil est devenu tellement vaste qu'ils ont eu besoin de revenir au monde physique pour pas s'y perdre. On peut dire assez franchement que la boucle est bouclée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une chose que je vous ai pas dit plus tôt, c'est que Bernd Roggendorf, le programmeur qui a transformé leur prototype en un logiciel mondial, a fait le choix de partir en 2010. Il a été diagnostiqué d'une tumeur à la colonne vertébrale qui lui a fait remettre en question toute sa vie et l'a laissé face à une question existentielle. J'ai aidé des gens à faire de la musique, c'est cool. Est-ce que j'ai vraiment rendu le monde meilleur ? Il a vite compris qu'il avait fini sa mission. Donc il a démissionné de son poste de directeur technique et avec sa femme et ses 2 enfants, ils ont tout quitté pour voyager. Ils ont vécu pendant 3 mois dans un bidonville au Kenya pour se rapprocher le plus possible de la pauvreté. Et il en parle comme une expérience extrêmement intense pour une famille. La pauvreté, c'est tellement complexe qu'il s'est fait submerger. Il a failli tout abandonner. Mais il a vu sa fille de 6 ans apprendre les mathématiques toute seule sur une tablette et ça lui a redonné de l'espoir et une idée incroyable. Créer une application pour apprendre tout seul, destinée aux enfants dans les zones désertes où il n'y a pas de professeur. Il a donc créé une nouvelle boîte dédiée à ça qui s'appelle EIDU. Il considère qu'il a assez d'argent pour vivre et que ça sert à rien de s'enrichir plus. Donc il a donné 100% de ses parts de EIDU à ses employés et à ceux qui soutiennent le projet et il s'est rien laissé pour lui. Robert Henk, lui, c'est l'artiste du groupe. Il a toujours été tiraillé entre le code et la musique. Une véritable lutte interne constante. Il a quitté son poste opérationnel chez Ableton en 2009 pour se consacrer à la musique de Mono Lake et à ses installations artistiques. Il voulait plus passer ses journées à gérer des équipes ou des bugs, mais à faire de la musique. Il a lancé son projet de musique en live avec une grosse installation et des lasers. Il nous raconte qu'il a été assez naïf en pensant que son expérience chez Ableton rendrait la chose hyper facile. Après une dizaine de concerts, il a réalisé que son show était mauvais. Il raconte avoir pleuré dans la chambre d'hôtel après un concert en se sentant nul car les gens n'applaudissent que la technologie et plus l'art. Il a failli tout abandonner lui aussi avant de repartir à zéro et tout reprogrammer. Il est fasciné par les vieilles machines. Il a monté un projet CBM 8032 AV où il utilise des vieux ordinateurs comme le Commodore du début des années 80 pour générer de la techno et des visuels verts monochromes comme au début de l'informatique. Et c'est son setup que j'ai refait en 3D pour la miniature parce que je trouve qu'il illustre parfaitement les problèmes qu'il s'est lui-même créés. Un logiciel tellement bon, rapide, puissant qu'il éprouve le besoin de revenir à ses bases. Des vieux ordinateurs limités, lents et obsolètes mais hyper charmant et inspirant. Il combine son expérience de visionnaire à l'ancienne technologie et son show peut faire pleurer. Pas parce qu'il est nul, au contraire, parce qu'il est profondément touchant. Après des années à sacrifier une partie de sa carrière musicale pour créer le son du futur, il se reconnaît dans les technologies du passé et c'est un art qu'on ne peut qu'applaudir. Même s'il a quitté son poste opérationnel en 2009, il a jamais vraiment coupé les ponts avec Ableton, il est resté très impliqué, discutant de chaque détail technique en dînant avec Gérard. Et depuis 2023, il est même revenu beaucoup plus sérieusement pour développer la suite du logiciel. Gérard est resté le CEO, il a sacrifié sa carrière musicale pour l'entreprise et nous dit que l'illusion de pouvoir faire les deux s'est effondrée après seulement 1 mois. Il a aussi expliqué publiquement qu'il voulait pas que l'entreprise revienne à ses enfants. Qui dit qu'ils seront les plus compétents pour prendre des décisions? Et s'ils ne le sont pas, il est logique pour eux de vendre l'entreprise et on revient à la case départ. Donc il a trouvé une solution pour que personne ne puisse saboter leur création parce qu'il a vu le schéma se reproduire des dizaines de fois. Ableton, c'est devenu un géant qui cumule plusieurs dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires chaque année. Donc forcément, ils se sont retrouvés entre les requins face à un dilemme que toute bonne start-up doit connaître. Se faire racheter et perdre son ADN ou continuer à faire la même chose. Ils ont eu des propositions de fonds d'investissement, des rumeurs qui disent que Apple, Splice, Spotify, InMusic, qui possèdent Akai, étaient aussi intéressés pour les racheter. Mais ils savent très bien que c'est vendre leur âme. Ceux qui rachètent ces boîtes n'y connaissent rien à la musique, virent beaucoup d'employés pour la rentabilité et cherchent une chose, le profit à tout prix. Et vous vous doutez bien qu'ils vont encore une fois faire un choix à contre-courant. Ils ont compris que leur entreprise allait devenir un chiffre sur un tableur Excel à faire grossir le plus possible
impossible, perdu entre des milliers d'autres boîtes qui se ressemblent et que la musique ce sera plus du tout la priorité. Gérard l'a vu chez Native Instruments, il est parti en 1999 et des années plus tard, en 2021, l'entreprise a été rachetée et elle a changé de culture à la seconde où les investisseurs ont eu leur mot à dire. Alors ils ont gentiment dit non à tout le monde et en 2022 ils annoncent leur changement de politique et sécurisent leur boîte en passant par le modèle de Steward Ownership. Toutes les actions qui donnent le pouvoir de voter sur la direction de l'entreprise ne peuvent pas être vendues et génèrent aucun dividende. Tous les profits doivent être réinvestis dans Ableton, donc plus personne ne peut leur mettre la main dessus. L'histoire d'Ableton, c'est celle de deux étudiants frustrés par les limites du monde physique, fuis dans le numérique, pour finalement réaliser que la liberté totale est un piège. En face de l'infini, ils ont compris une chose essentielle. Pour créer, il faut pas tout avoir. Il faut savoir choisir. C'est pour ça que l'interface d'Ableton est si particulière. On y ressent la froideur et la rigueur du Berlin des années 90. C'est rigide, c'est gris, ça va droit au but. Ils avaient anticipé que le problème du musicien moderne ne serait plus l'accès à la technologie, mais l'excès de choix. Dans un monde où tout est possible, celui qui gagne, c'est celui qui sait se fixer des limites. Avec le push, ils ont réussi leur pari, faire oublier l'ordinateur et l'infini pour revenir au geste musical. Mais l'histoire d'Ableton, c'est aussi ce qu'ils ont refusé de faire. Avec le Steward Ownership, ils ont refusé la croissance infinie et absurde de la bourse pour garantir que le seul but de l'entreprise reste la musique. Et c'est leur intégrité qui nous ramène à la question de départ. Qu'est-ce qui relie la chute du mur de Berlin à cette liste interminable d'artistes ? C'est cette liberté. Ils ont commencé dans les ruines de Berlin avec l'idée folle de transformer l'ordinateur en un instrument. 30 ans plus tard, ils ont permis à une infinité d'artistes de gagner leur indépendance et de se faire connaître dans le monde entier. Ils ont enlevé le pouvoir aux géants des studios et aux patrons des labels. Ils ont rendu le studio invisible, décentralisé, partout et nulle part en même temps. Au final, le meilleur instrument, c'est celui qui sait se faire oublier pour laisser place à une seule chose qui compte vraiment. Émotion.